Cette semaine, entretien avec un guerrier, on a reçu Monsieur Philippe Moon, qui est venu nous parler de son parcours dans les arts martiaux. On l'avait reçu sur la table ronde avec Shifu, Lorne Bernard, entre autres, et François Guérard. C'était excellent. Donc, comme Shifu Lorne, on a voulu approfondir un peu le parcours de Monsieur Moon. On a parlé de sa vie. Il a fait du karaté, Kyokushinkai. Ensuite de ça, il a exploré différentes avenues pour aller plus vers le Dashan Chuan. On a parlé beaucoup de ça. En fait, je dis on a parlé. Il a parlé beaucoup parce que c'est fou. On a peut-être posé 5-6 questions. C'est un monsieur qui a vraiment beaucoup de savoir à transmettre. C'était vraiment un épisode très, 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 très intéressant. Restez jusqu'à la fin. C'est bon, jusqu'à la dernière goutte pour citer une annonce de café. Pour les Patreons, merci. Ceux qui nous soutiennent. Ceux qui aimeraient nous soutenir en nous donnant des sous pour nous permettre de nous acheter des meilleurs matériels, des choses comme ça, ou faire de la publicité, allez nous suivre ici sur Patreon, Guerrier. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre des exclusivités à 4$, peu importe. Vous pouvez nous donner seulement des 1 ou 2$ en anglais. Et ça va nous aider pareil, même si vous n'avez pas les exclusivités qui viennent avec. Ceux qui veulent nous encourager gratuitement, likez, commentez et partagez massivement sur les réseaux sociaux. C'est ça qui nous aide à nous faire connaître. C'est gratuit, ça coûte rien. Et c'est la meilleure pub qu'on peut avoir, c'est de vous qui parlez à d'autres personnes de nous. C'est encore mieux que venez nous encourager avec des sous à la limite, parce que c'est comme ça qu'on grossit. Merci. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Donc, cette semaine d'entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Philippe Moon, qui est enseignant d'arts martiaux. On l'a déjà reçu à une table ronde au début de la saison, donc au début de l'année 2021. Ça avait été super intéressant, mais comme on était plusieurs, mais on n'est pas rentré en profondeur dans son parcours personnel. Puis, on sentait qu'il y avait beaucoup plus à aller creuser. C'est pour ça qu'on l'a réinvité aujourd'hui. Donc, merci Philippe d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Plaisir d'être avec vous encore une fois. Merci beaucoup. Et on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. T'es né où? Et dans le fond, à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie? Je suis né à Montréal et puis, mais par contre, je suis venu vivre sur la Rive-Sud, j'avais 6 mois, donc j'ai pas vraiment vécu à Montréal. Et puis, mais en fait, je suis venu aux arts martiaux parce que vraiment à cause de problèmes de santé quand j'étais jeune. Donc, quand j'étais jeune, j'ai fait des bronchopneumonies, puis j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires. Puis, ce que ça a fait dans le temps, c'est que, j'ai jamais fait de sport parce que j'avais trop peur d'être malade, parce qu'avec la bronchopneumonie, j'étouffais la nuit, je me rappelle d'avoir peur de m'endormir parce que j'avais peur de me réveiller en étouffant. Ça avait été vraiment assez traumatisant. Donc, mes parents me protégeaient un peu aussi. Donc, j'ai pas fait beaucoup de sport, puis j'étais un peu craintif. Puis j'avais Donc, à 13 ans, j'ai eu comme une espèce de petite révolte interne, personnelle. Puis j'ai décidé, là, c'est assez. Puis là, j'ai dit à mes parents, il faut que je fasse du sport. Et puis, c'était la période Bruce Lee. On est en 1975, 74, 75, puis je voulais faire du karaté, ça m'intéressait. Et je voulais aussi faire un sport d'équipe, je voulais faire du football aussi. Je voulais 2 sports de contact qui allaient me challenger un peu, puis qui étaient très, très physiques comme sport. Je me suis lancé là-dedans. J'ai commencé par le football parce que c'était facile. Il y en avait dans ma municipalité, puis je me suis embarqué là-dedans. Puis l'entraînement physique au maximum. Puis là, je suis passé du jeune obèse que j'étais à une espèce de transformation énorme. Là. Je suis devenu un athlète finalement, puis un défenseur étoile au football. Quand c'était le temps de plaquer, j'étais un défenseur, un demi-défensif ou un défensif. Quand c'était le temps de plaquer, c'était moi qui plaquais. Fait que ça m'avait fait du bien. Puis parallèlement, il n'y avait pas d'école de karaté dans mon coin, mais à l'école secondaire où j'allais, il y avait un professeur suppléant qui venait de temps en temps, qui pratiquait le karaté, puis il a offert des cours le midi. Fait que là, j'ai commencé à m'entraîner un peu avec lui quand il était là, parce que c'était un suppléant, mais ça m'a quand même donné des bases du karaté.
Puis j'ai pratiqué comme ça avec lui pendant 1 an. Je me rappelle, c'était du Shitoryu, et puis je me souviens plus du nom du professeur, malheureusement. Mais je me cherchais une école parce que je voulais vraiment pratiquer intensément. Finalement, il y a une école qui a ouvert à Belleuil. Moi, j'habitais à Saint-Bruno. Fait que Belleuil, c'était acceptable pour mes parents pour aller me reconduire puis tout ça. C'était du Kyokushinkai parce que, remarque, j'aurais fait n'importe quel style parce qu'il n'y avait pas d'école. Fait que donc, j'ai choisi l'école la plus proche, Kyokushinkai. Puis, j'ai aimé ça tout de suite parce que Kyokushinkai, encore une fois, ça répondait à mes critères de l'époque. Si on faisait beaucoup de combats, c'était... Ah oui, beaucoup de combats, beaucoup d'entraînement physique. Ça correspondait à mon besoin de faire confiance, d'adolescent enragé, mais surtout aussi de passer du petit gars craintif à pouvoir surmonter mes peurs, entre guillemets. Fait que je me suis lancé là-dedans. Écoute, je pratiquais à tous les jours. Il y avait 4 cours semaine. Après ça, il y a eu 6 cours semaine. J'étais 6 jours au dojo. J'ai beaucoup aimé ça. Puis j'ai écouté un moment donné le podcast que vous aviez eu avec Gilles Dufour. Puis moi, c'était la fin de l'époque où c'était encore très violent, des coups de poing au visage. C'était assez heavy comme entraînement, mais j'aimais ça. Puis comme j'étais grand, je suis tout de suite allé dans les cours d'adultes à l'époque. Donc, je brassais tout de suite avec les adultes. Au bout de 2 ans, j'ai été ceinture brune. Puis à cette époque-là, on ne pouvait pas passer ceinture noire avant d'avoir 18 ans. Fait que quand j'ai eu 18 ans, j'ai finalement passé ma ceinture noire. Puis j'ai fait jusqu'à 2e dan. Ça, c'était un peu ma première partie de mon karaté, le Kyokushinkai. J'ai adoré. J'ai fait du kickboxing aussi parce que la mode du kickboxing a éclaté en plein dans le moment où je faisais ce type de pratique-là. C'était l'époque de Bill Wallace, puis ici Jean-Yves Thériault, puis le kickboxing éclatait au Québec. Là, je me suis entraîné là-dedans. J'ai failli monter sur le ring professionnel, mais heureusement, je me suis arrêté avant. Mais j'aimais beaucoup ça. Fait que moi, plus ça brassait, plus j'aimais ça. Ouais. Puis là, en 1984, j'étais 2e dan, puis il est arrivé un événement qui m'a fait changer mon karaté. Alors, il y avait un élève qui s'entraînait à l'école où j'étais à Belleuil, puis c'était le député Jean-Pierre Charbonneau. T'sais. Puis Jean-Pierre, vous l'avez déjà interviewé, j'ai vu ça. Et Jean-Pierre, il s'est retrouvé mêlé, il était député, puis il y avait eu un changement à la Fédération québécoise de karaté. La Fédération québécoise de karaté, elle s'appelait avant, je n'étais pas membre de ça dans le Kyokushinkai, on n'était pas membre de rien de ça, mais la Fédération québécoise de karaté, elle s'appelait la Fédération québécoise de karaté et arts martiaux affinitaires à l'époque. C'était l'organisme reconnu par le gouvernement à l'époque. Et il y a un nouveau conseil d'administration qui est arrivé, puis qui s'est concentré sur le karaté. Puis à travers Jean-Pierre, je me suis retrouvé à un moment donné à aller faire une interview à Montréal avec un journaliste de la presse. C'était François, est-ce que je vais me rappeler du nom du journaliste? Et puis, il y avait la réunion pour écrire l'article. Jean-Pierre m'avait invité, puis il y avait le président de la Fédération québécoise de karaté, et qui s'appelait Sean Chautran. Et puis, eux, ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils voulaient mettre de la qualité dans le karaté. Tu sais, il y avait une grosse révolution, puis ils voulaient mettre de la sécurité puis de la qualité. Puis le discours de Chan, c'était à l'époque, écoutez, la meilleure façon de s'assurer de la qualité, c'est qu'il y a beaucoup au Québec de gens qui se sont donnés des grades, on ne sait pas trop qui est qui. Fait qu'il dit, il faudrait que les gens qui sont dans le karaté soient affiliés avec le Japon, etc. Mais quand je l'avais écouté à l'époque, ça m'avait un peu touché parce que je m'étais dit, ça fait 7 ans que je pratique, j'ai jamais rencontré de Japonais. Les compétitions que je fais, j'étais un gars qui faisait beaucoup de compétitions, n'étaient pas des compétitions reconnues par, à l'époque, c'était la WUKO. Il y avait la WUKO puis la IAKF qui était de Sensei Nishiyama, qui se battait pour être aux Olympiques à l'époque. Puis quand je lisais les revues françaises comme Karaté Bushido, tout ça, quand je voyais les compétitions, c'était toujours la WUKO puis tout ça, puis on n'avait pas accès à ça. Fait que j'écoutais tout ça, puis ça m'avait un peu tétillé, puis Chan Chautran m'avait dit, écoute, viens faire un stage. On a un maître japonais qui vient faire un stage. Puis, ça m'avait bouleversé. J'avais vu un karaté que j'avais jamais vu, qui était très différent de ce que je faisais. Puis, écoute, j'ai changé de style. Puis, je suis allé m'entraîner. Chan Chautran est devenu mon professeur. Il enseignait le Chitoryu puis le Shotokan. Puis, j'ai pratiqué aussi à ce moment-là le Shotokan avec un professeur japonais qui s'appelle Katsutaka Katsumata. Et j'ai changé de style. Puis, finalement, après ça, je me suis retrouvé à être engagé par la Fédération québécoise de karaté comme directeur exécutif. J'ai travaillé à la Fédération québécoise de karaté. Puis, à un moment donné, on a ouvert les bureaux au stade olympique où toutes les fédérations sportives étaient réunies. Et j'ai participé à la création du premier règlement de sécurité au Québec pour le karaté dans mon travail. Qui sont
Pardon? Qui sont les piliers fondateurs de Karaté Québec aujourd'hui, j'imagine? Qui est devenu Karaté Québec après. Là. Tu sais, tous ceux qui ont fondé Karaté Québec, Sylvain Berthiaume, tous c'est des gens que je connaissais. Là, mais avant, c'était la Fédération québécoise de karaté. Okay. Mais c'était très restrictif, par exemple. C'était juste reconnaître certains styles. Mais c'est une période que j'ai beaucoup aimée parce que j'ai participé avec beaucoup de stages avec des maîtres japonais, avec des professeurs japonais. On invitait aussi des champions de karaté, des Français comme Emmanuel Pinda, puis tout ça. Puis j'avais des... ça m'a fait découvrir un autre monde, ça m'a fait beaucoup voyager, ça m'a permis d'aller faire mon voyage au Japon aussi. En 86, j'étais allé faire un voyage au Japon. Ça m'a beaucoup éclairé aussi. Ça m'a permis de voir un peu comment ça se passait là-bas, de m'entraîner dans différents dojos. Quand j'étais allé à Kumamoto, dans le sud du Japon, je pense qu'il y a un autre de vos invités qui a mentionné ça. Il y a la tombe de Miyamoto Musashi qui est là, et le fameux maître de sable. J'avais été voir ça. Donc, j'avais beaucoup aimé ça. Ça m'avait beaucoup éclairé sur le karaté. Puis mon travail à la Fédération québécoise de karaté m'avait aussi beaucoup éclairé sur le monde du karaté au Québec. Comment ça fonctionnait au Québec? Ça m'a fait un peu sortir de mon petit dojo local, si tu veux. Mais ça a duré 2 ans. Puis en 1986, j'ai démissionné parce que, pour toutes sortes de raisons. Et j'ai continué à pratiquer le karaté japonais, mais je n'étais pas satisfait. Je trouvais que le karaté, pour moi, manquait de profondeur. Il manquait de quelque chose. Je ne savais pas quoi, par exemple. J'ai continué à pratiquer le karaté japonais. Là, j'ai pensé, est-ce que je retourne au Japon pour m'entraîner, etc. Puis finalement, il y avait un monsieur qui écrivait des livres qui était très connu, qui s'appelait Roland Bersetzer. Il avait écrit beaucoup de livres en français sur le karaté et autres arts martiaux. Puis je me suis dit, mais je vais le contacter, lui, parce qu'il semble avoir une vision ouverte. Peut-être qu'il va pouvoir m'aider. Fait que je l'ai contacté. J'étais allé à Strasbourg, en France, m'entraîner avec lui. Puis j'ai pratiqué sa méthode. Ça s'appelait le Centre de recherche Budo à l'époque. Et j'ai pratiqué sa méthode pendant 2 ans, mais je n'étais toujours pas satisfait. Je trouvais pas quelque chose qui me titillait dans le karaté. Et puis là, en 1988, en 1989, en fait, j'ai lu un livre qui s'appelait Méthode des arts martiaux à main nue par Kenji Tokitsu. Puis là, j'ai eu une révélation. Je pense que Jean-Pierre Charbonneau en a parlé un petit peu aussi. Et parce on s'est beaucoup suivis dans notre cheminement tous les deux. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai dit wow! Ce qu'il écrivait, ça correspondait à mes préoccupations. Et donc, on a contacté Kenji Tokitsu. Et il est venu au Québec en 1989. Et là, moi, j'ai eu le coup de foudre total. C'était ma période de renaissance du karaté. Parce que Kenji Tokitsu, c'était un karatéka de haut niveau. Et c'était quelqu'un qui se posait les mêmes questions que je me posais, mais mieux que moi, mais qui se posait les mêmes questions. Et c'était un chercheur. Et dans sa recherche, il a fait une recherche profonde sur le karaté, entre autres l'explication des katas. J'avais jamais été satisfait par l'explication des katas. Ça fonctionnait pas dans ma tête. Les applications, il est allé aux sources du karaté. Puis en allant aux sources du karaté, il est arrivé inévitablement aux arts martiaux chinois. Et il m'a initié pour la première fois aux arts martiaux chinois. Donc, quand je l'ai rencontré en 89, il revenait d'un voyage à Taïwan, de perfectionnement à Taïwan, enseigner le Xingyiquan, le Bajiquan, le Baguazhang, tous des arts martiaux chinois. Et il m'a initié aussi à ce qui est la base du Dacheng-Chuan aussi, parce que c'était un professeur de Dacheng-Chuan. Puis ce qui a été fantastique, je suis resté avec lui pendant 10 ans, de 1989, 11 ans, au début 2000. Et c'était sa période de recherche. Quand je l'ai connu, il avait 41 ans. Et il était en pleine recherche, tu sais. Et c'était un chercheur qui cherchait toujours le meilleur. Fait que dans les arts martiaux chinois, il trouvait les meilleures sources, puis il nous enseignait ça. C'était quelqu'un qui faisait le travail pour nous, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous initiait aussi aux arts martiaux japonais, pas juste le karaté, entre autres le sabre, par exemple. Et dans le sabre, on nous avait enseigné l'école Kaishin Ryu d'un maître qui s'appelle Kuroda Tetsuzan. Vous regarderez des fois, c'est un des maîtres les plus reconnus au Japon pour sa qualité du kenjutsu. Fait qu'on a pratiqué ce genre de kenjutsu-là. Et beaucoup de méthodes aussi de renforcement. Tu sais, je connaissais pas ça, moi, le Qigong, les méthodes de renforcement. Je connaissais juste faire des push-ups, des set-ups, des haltères. C'est juste ça que je connaissais. Je savais pas qu'il y avait d'autres aspects de la pratique. Fait qu'il nous a entraînés à plein de méthodes japonaises et chinoises de renforcement. Et ça a été donc la période où j'ai eu une espèce d'éclatement dans la pratique. Et j'ai adoré la pratique des arts martiaux chinois. Donc, pendant 10 ans, 11 ans, en fait, j'ai été son élève, j'ai suivi sa méthode. Après ça, en 2000, aussi, c'est Kenji Tokitsu m'a demandé, dès qu'on s'est rencontrés, il m'a suggéré, en fait, d'ouvrir une école. En 1989, j'ai lâché ma job. 2 semaines après, j'ai ouvert une école. J'ai tout lâché. Je venais d'avoir un bébé
Ma Ah ouais, conjointe de hein? l'époque a capoté un petit peu. Ouais, Et j'ai tout j'imagine. lâché, puis je suis allé ouvrir une école. Mais ça a été un succès. J'ai eu une école qui était un bon succès à Saint-Bruno, qui a duré pendant 11 ans. Puis en 2000, ben là, euh, j'ai décidé d'arrêter, de fermer mon dojo, pas parce que ça allait pas bien, mais parce que je voulais passer à autre chose. J'étais aussi un passionné d'informatique. Fait que j'ai dit ce que je vais faire, je vais fermer mon dojo, puis je vais approfondir ma pratique. Je vais continuer à faire des stages et tout ça. Puis j'ai plutôt été travailler en informatique. J'avais une compagnie de multimédia, puis j'étais associé avec un copain qui avait une compagnie informatique. Puis finalement, en 2003, j'étais allé travailler à l'Université de Montréal, où je travaille toujours en informatique, à la médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Et, euh, et après, ce qui est arrivé, mais là, j'ai décidé, OK, j'ai appris tous ces arts martiaux chinois-là avec Maître Tokitsu. J'avais rencontré des maîtres chinois aussi lors de stages, mais j'ai décidé, je voulais approfondir un peu certaines méthodes. Et les deux méthodes que j'aimais le plus, c'était le Tai Chi Chuan et le Da Sheng Chuan. Donc, je suis allé me perfectionner en Tai Chi Chuan avec un maître qui s'appelle Chen Zonghua, qui est un maître très connu pour le Tai Chi Chuan. Et pour le Da Sheng Chuan, je suis allé m'entraîner avec maître Guo Guizi. Donc, en 2006, j'ai commencé à m'entraîner avec maître Chen Zonghua. Et en 2007, j'ai finalement pu rencontrer maître. J'ai eu de la misère à le rencontrer. J'ai finalement le rencontré, mais je l'ai rencontré à Paris. Il était en stage à Paris. J'ai rencontré maître Guo Guizi. Et à partir de là, ben, j'ai décidé de me consacrer entièrement, surtout à la pratique du Da Sheng Chuan et à l'enseignement aussi du Tai Chi Chuan, parce que c'est ce que je pratique aussi. J'enseigne aussi d'autres méthodes comme le Shini Chuan, le Baguazhang. C'est des méthodes qui sont un peu liées ensemble par leur conception de la pratique. On les appelle des écoles internes pour ce que ça veut dire, là, mais Ouais, on en a déjà parlé avec vous, je ouais, pense, c'est de ça. ça. Et Et le cœur, c'est le Da Sheng Chuan. Et c'est comme ça, puis donc, aujourd'hui. vous enseignez ça où aujourd'hui? Vu que vous avez fait le dojo. Aujourd'hui, j'enseigne à des petits groupes aujourd'hui. Donc, OK. mon dojo, pour prendre le terme japonais, ma Ouais. salle d'entraînement, est chez moi. C'est là que OK. j'entraîne mes élèves les plus avancés et je donne des stages sinon. Donc, quand les gens OK, veulent OK. apprendre le Da Sheng Chuan, je donne des stages. Parce que, et là, on peut peut-être parler un petit peu du Da Sheng Chuan si vous voulez Ouais, en et particulier. c'était ma question. On peut-tu en parler du Da Sheng Le Chuan? Da Sheng Chuan, c'est une école d'arts martiaux qui est assez particulière. Premièrement, parce que dans cette école-là, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de kata comme tel, il n'y a pas d'enchaînement de formes de kata ou de taolu, ou peu importe comment on l'appelle. C'est une école qui est basée sur des principes. Et ce que j'avais trouvé fantastique avec Maître Tokitsu, c'est qu'il parlait de méthode. Et une méthode, pour moi, c'est différent d'un programme. Un programme, c'est tu apprends telle technique, tel kata, telle chose, puis quand tu as appris ça, tu arrives à telle ceinture, à tel niveau. Une méthode, c'est plus des points de repère de progression qui sont plus une progression qui est plus profonde que juste l'apprentissage de technique. C'est des concepts, c'est l'apprentissage de concepts profonds. C'est pour ça que le livre de Tokitsu à l'époque s'appelait Méthode des arts martiaux à main nue. Donc, ça m'avait beaucoup touché la méthode. Puis en fait, c'est ça que c'est le Da Sheng Chuan. C'est une méthode. C'est une méthode où tu peux prendre n'importe quelle technique, mais appliquer les principes fondamentaux dans ces techniques-là. Le fondateur de l'école s'appelle Wang Zhangzai et ce maître-là, ses élèves, il y avait des lutteurs, il y avait des boxeurs occidentaux, il y avait des gens de plusieurs styles d'arts martiaux chinois. Et lui, ce qu'il disait, ben, si vous avez les bons principes, vous allez être efficace. Alors, les principes ce qui est assez particulier dans le Da Sheng Chuan, c'est que l'exercice de base, c'est assez étrange, l'exercice de base, c'est un exercice où on travaille des postures. Alors, les postures s'appellent le Zhangzhuan en chinois. Zhangzhuan, ça veut dire se tenir littéralement comme un poteau, se tenir sur place, en apparence immobile. En japonais, le terme il est plus évocateur, c'est l'itsuzen. L'itsuzen, ça veut dire le zen debout, la méditation debout. Et cet exercice-là est souvent mal compris. Le but de l'exercice, en fait, c'est de développer des capacités corporelles profondes en utilisant, si on veut, en raffinant le corps, la relation corps-esprit, si tu veux. Fait que tu vas aller contrôler des muscles, des sections de ton corps d'une façon que tu peux pas contrôler habituellement. Donc, c'est un peu différent de dire, OK, je vais faire des répétitions, puis je vais augmenter ma force. Là, je vais augmenter ma capacité en allant éveiller des parties de mon corps que je contrôle pas normalement. Et le concept du Da Sheng Chuan, c'est qu'on développe ce qu'on appelle le Songjin en chinois, ça veut dire une force élastique, une force ressort. Donc, c'est basé sur le concept que, au lieu
on utilise toujours les muscles, eh bien, c'est bien ça, il n'y a pas de changement là-dessus, mais il y a une façon de mobiliser le corps pour être capable de développer une force élastique ou ressort dans le corps. Et la façon dont on fait ça, c'est un peu comme si on mobilisait un réseau de tendons et de fascia, si tu veux. Et ça fait un peu que ton corps, il est un peu comme un élastique ou un ressort. Il est toujours un peu sous une forme de tension où tu es capable de compresser pour faire une expansion subisse ou faire un étirement où tu peux faire une compression rapidement. Et ça, c'est la base du Da Sheng Chuan. Et c'est basé sur quoi? Bien, c'est basé sur le fameux principe du yin et du yang. Et le yin et le yang dit que tu as toujours deux forces opposées mais complémentaires. Fait que dans le travail de Zhang Zhuang, on développe cette capacité-là d'utiliser la force, entre autres, la force élastique du corps. Et la façon dont on fait ça, c'est en plaçant toujours différentes parties du corps en opposition. Et pourquoi? Parce que si tu tires un élastique, tu peux pas avoir deux parties du corps qui vont dans la même direction. Il faut qu'une partie du corps applique une force dans une direction opposée, puis l'autre partie dans une direction désirée. Et ce que ça fait, ben, si tu regardes un ressort, si tu le compresses, c'est deux directions opposées. Puis ensuite, pam, tu relâches. Et si tu prends un élastique, c'est deux directions opposées. Si je tire du même bord, il n'y a pas d'élastique. Il faut que je tire de direction opposée. Alors, on crée ça dans le corps et ça permet de développer une force explosive. Et la force explosive, ce qui est intéressant, c'est que tu peux l'utiliser à très, très courte distance. Donc, au lieu d'avoir besoin de grands mouvements pour générer la force, tu es capable de relâcher cette force ressort à très courte distance, si tu veux. Donc, tu développes une force finalement, une force explosive. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que cette force-là, ben, elle est plus durable dans le temps que la force musculaire. Parce qu'on sait qu'en vieillissant, la force musculaire décroît avec le temps. Ça, tu peux pas y échapper. Tu vieillis, ta force musculaire, elle diminue. La différence quand tu développes la force, ce genre de force élastique-là, c'est qu'au lieu de vieillir puis à un moment donné diminuer comme ça, ben, ta courbe de vieillissement, elle va être très légère. Fait que tu vas diminuer, mais au lieu de demander d'arriver, tu vas arriver à, je sais pas moi, 50, 60, 70 ans, tu n'auras plus la même force que quand tu avais 20 ans. Ben, tu vas décroître, mais plus doucement. Et ce qui est assez étonnant quand tu regardes plusieurs adeptes de cette école-là, c'est qu'effectivement, en vieillissant, ils restent relativement efficaces. Ce pas des gens de 20 ans, mais c'est des gens qui gardent une efficacité intéressante. Et ce qui est intéressant aussi là-dedans, c'est que c'est excessivement efficace pour la santé. C'est très, très efficace pour la santé. Fait que oui, ça garde. Ça nous permet c'est une forme de Qigong, si vous voulez, une forme de travail de santé, parce que les Chinois, c'est ce que j'aimais dans leur approche, il y a une très grande attention à la santé. Donc, et en travaillant comme ça aussi, en parlant de santé, ça évite l'usure des articulations. Tu sais, en karaté, on fait beaucoup de répétitions. Dans le sport, tout est basé sur la répétition. En tout cas, en karaté que j'ai connu, moi, c'est des milliers de coups de poing, des milliers de coups de pied, des répétitions de kata, etc. Ben, veux pas, à un moment donné, ton articulation est sûre. On parle des blessures quand tu reçois un coup, mais personne ne parle beaucoup des blessures d'usure. Tu sais, combien de personnes ont des problèmes de genoux, des problèmes de dos, etc. Moi, ça me faisait beaucoup peur quand je faisais du karaté. J'ai dit, à un moment donné, ça va me lâcher, à un moment donné. Donc, dans ce travail-là, il n'y a pas l'usure, en fait, des articulations de la même façon. Fait qu'il y a comme 7 étapes de pratique dans le travail du Da Sheng Chuan. Ça s'appelle aussi le I Chuan aussi en passant. I Chuan, ça veut dire la boxe de l'intention. Da Sheng Chuan, ça veut dire la boxe du grand accomplissement. Puis ce nom-là, il est venu en fait quand dans les années 40, quand les gens ont regardé la capacité de Maître Wan Shanzai et ses élèves, ils ont dit « Wow, c'est un grand accomplissement. » C'était une façon de mettre un label, si tu veux, sur quelque chose qui a fait vraiment, était très apprécié en Chine pour la qualité de leur capacité. Et donc, en passant, le Da Sheng Chuan est beaucoup basé aussi sur... c'est beaucoup construit sur la pratique concrète du combat. Ça ressemble un peu, c'est une espèce un peu de MMA de l'époque en Chine. Tu sais, Maître Wan Shanzai, il a fait avancer sa méthode par l'expérimentation en combat aussi. Tu sais. Donc, on a 7 étapes de travail dans le Da Sheng Chuan. La première étape, donc, c'est ou 7 zones d'exploration dans la méthode. Première zone, donc, c'est le Zhang Zhuang, le travail des postures. Il y a de multiples postures. Ça existe dans d'autres arts martiaux comme le Tai Chi Chuan, mais c'est particulièrement développé dans le Da Sheng Chuan. Et ce travail-là, tu le fais tout le temps.
C'est une étape que tu pratiques. Moi, je pratique ça tous les jours. Je pratique ça depuis 1989. Je n'ai jamais arrêté. C'est une pratique qui est vraiment fantastique pour le corps. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le Shirley. Shirley, ça veut dire essayer la force. C'est une manière donc de prendre ce que tu travailles dans ta posture, puis de le concrétiser dans des actions concrètes du corps. D'être capable de réaliser la force que tu es en train de développer et d'être capable de l'exprimer dans de la gestuelle. Donc, dans le Shirley, on commence par des mouvements très simple, par exemple tirer, pousser. On travaille 6 directions de base, avant, arrière, gauche, droite, haut et bas, qui sont les directions fondamentales de tout mouvement. Et tu es capable de mettre la force dans ces directions-là et d'appliquer la force et d'arriver à avoir une force explosive dans ces 6 directions-là. Et donc, ça, c'est le travail où on essaie de passer de la posture en apparence statique à la gestuelle. Et après ça, tu peux faire n'importe quelle gestuelle, que ce soit un coup de poing, un coup de pied, n'importe quoi. Tu vas toujours répondre à la même façon d'utiliser le corps. La troisième zone d'expérimentation qu'on a, c'est ce qu'on appelle le Motsabu ou le Bufa ou le Zubu. Ça veut dire donc le déplacement. Es-tu capable de continuer à être capable d'avoir ta force explosive quand tu te déplaces? Ou est-ce que ça ne tient pas la route? Donc, on explore le déplacement et comment dans le déplacement continuer à développer ce type de force, si on veut. Et, contrôle, le contrôle, oui, si tu veux, le contrôle, mais toujours, donc, on passe du statique à une première forme de dynamique, puis à une dynamique encore plus complexe avec le déplacement. Après ça, la quatrième étape, c'est ce qu'on appelle le Fali. Fali, ça veut dire sortir la force. Es-tu capable maintenant d'exprimer la force, de faire des mouvements explosifs en tout temps? Donc, c'est le Fali. Et après ça, on a le travail qu'on appelle le Shishang. Shishang, ça veut dire le travail des sons. Un peu comme le Kiai, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des façons de respirer qui permettent de mobiliser certaines parties du corps qui ne participent pas des fois dans nos gestes et on travaille donc ça à travers le travail du son, de certains sons. Et ça, c'est le Shishang. Et après ça, l'autre étape, c'est tout ça tu fais en parallèle éventuellement. C'est pas juste tu fais ça en premier, c'est tout ça, tu fais ça et tu expérimentes dans ces champs d'application-là. Et après ça, on a le travail du Toisho. Le Toisho, c'est le pouce-main. Donc ça, c'est notre façon d'aborder le combat. Et le pouce-main est excessivement important. Le pouce-main est un peu différent du pouce-main en Tai Chi Chuan parce que dans notre pouce-main, il peut y avoir des frappes et on peut attaquer avec le pied, on peut faire pratiquement n'importe quoi, mais toujours avec contrôle cependant. Et la dernière étape, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le Sancho. Et Sancho, c'est le combat libre. Ça, le combat libre, c'est pour ceux qui veulent le faire. Ceux qui ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Et donc, c'est ça qui est le Dacheng Chuan. C'est basé sur ces 7 zones d'expérimentation. Ça varie un peu parce qu'il y a différents courants dans le Dacheng Chuan, hein, mais c'est un peu ça qui est le travail fondamental dans la pratique. Ce qui est intéressant dans le Toisho en particulier, c'est un exercice souvent qui est mal compris, c'est que le principe du Toisho, c'est qu'à un moment donné, vous faites du combat, vous êtes des compétiteurs, vous faites du combat, c'est que quand on commence à explorer le combat de plus en plus profondément puis qu'on veut évaluer l'efficacité, on sait qu'il y a des risques de blessures inévitables. Si on commence à faire du contact, on commence à faire des... Et une des questions que se posaient les adeptes chinois de l'époque, c'est comment est-ce que je peux pratiquer le combat sans briser mon corps, sans arriver puis recevoir des coups, briser le nez ou comment je résous cette problématique-là? Parce que on pratique les arts martiaux, mais en même temps, il ne faut pas que mon corps paye le prix constamment parce qu'à un moment donné, veut pas, à un moment donné, je ne serai plus capable de combattre. Je pourrais plus pratiquer. Je ne pourrais plus pratiquer. Et là, ils ont trouvé la réponse dans le Toisho. Et le Toisho, ce qui est intéressant dans la théorie, c'est que quand on fait le combat, peu importe le combat, tout commence à distance, puis à un moment donné, inévitablement, on va se toucher. On peut se toucher en se frappant, on peut se toucher en se saisissant. Et le Toisho commence le combat au moment où 2 personnes se touchent. Et à partir du moment où on se touche, c'est là vraiment que l'action fondamentale doit commencer. Et donc, le Toisho permet d'étudier le combat dans tous ses aspects d'une façon, si on veut, qui est plus sécuritaire. Une façon où on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout. On est capable d'étudier, si tu veux, tous les principes qui amènent à la finalité du combat. Que ce soit une frappe, que ce soit une projection. Donc ça, c'est un aspect intéressant et ça fait que les gens qui pratiquent, quand on pratique, c'est qu'on peut pratiquer longtemps, on peut étudier longtemps le combat sans avoir à subir les conséquences du combat. Tu comprends? Fait que ça, c'est un aspect qui est intéressant du Toisho. C'est clair.
Fait que ça, c'est un Donc, peu en gros ce qu'est le ben, Dacheng Chuan. c'est plus qu'en gros, là. Je pense que ça dresse un super bon portrait, là. Mais C'est un On art a la bonne intéressant, base. mais c'est un art ouais, qui est vraiment. qui commence à se développer de plus en plus, surtout en Europe. Les Européens sont beaucoup en avance ont été beaucoup pendant un certain temps en avance sur nous sur l'apport de maîtres extérieurs. C'est aussi, ça s'est développé aussi, pardon, aux États-Unis aussi, pas mal, à cause mais on sait que la Californie, avec les communautés chinoises, puis ils ont invité aussi des maîtres de Yichuan, Dacheng Chuan, mais Ah non, le Québec, c'est pas pour rien qu'on a 12 heures avec le Japon. On est vraiment à l'autre bout pour eux. On est le plus loin, on est le plus loin. exact. Donc, ben c'est ça un peu. Et là, maintenant, ben moi, tu sais, je pense qu'il y a d'autres personnes qui pratiquent le Yichuan ailleurs au Canada. Je les connais moins, mais le Yichuan, Dacheng Chuan au Québec, ça a été beaucoup importé finalement, avec nous finalement. D'abord avec notre entraînement avec Kenji Tokitsu, qui a été mon premier professeur de Yichuan ou Dacheng Chuan. Et après ça, à continuité avec ce qu'on fait avec Maître Guo. Derrière vous, c'est un livre de Dutching Kwan, ça c'est votre livre ou c'est un livre de votre Non, professeur, c'est le ça? livre de mon professeur. Tu sais, j'ai beaucoup de livres, mais Mhm. ça, c'est le livre que mon professeur a écrit. C'est une traduction, c'est le seul livre qu'il a écrit, c'est une traduction française. La traduction est so-so, mais c'est quand même un livre intéressant. Euh, euh, donc, je pense d'ailleurs c'est le seul livre En français sur ça, ah, j'imagine. ben, Il y a pas d'autre. ouais, qui est relié. Il y en a d'autres, mais ça a été un Ouais. des premiers livres en français écrits sur le Dacheng Chuan. Le professeur de Maître Guo, qui était le professeur aussi, un des professeurs de Maître Guo, je vais te parler un petit peu de Maître Guo en passant. Donc, lui, il est né en 1933, donc il a 88 ans. Mais tu sais que pour les Chinois, eux, ils comptent l'année où tu es dans le ventre de la mer. Donc, pour eux, ils ont un an de plus que nous. Donc, lui, il dit qu'il a 89 ans selon la façon dont les Chinois comptent l'âge, finalement. Mais il a 88 ans selon notre compte à nous. Super grande forme. Et lui, il a découvert le Dacheng Chuan en 1957 et un peu comme moi et comme d'autres personnes, lui, il a pratiqué ça parce qu'à un moment donné, il a eu des problèmes d'estomac. Il y a un problème d'ulcère d'estomac très grave. Il travaillait pour les chemins de fer en Chine. On est en pleine révolution, au début de la révolution culturelle en Chine communiste profonde. Et, euh, à l'hôpital, quand il était à l'hôpital pour se faire soigner, l'hôpital de Beidaiha, il a été soigné par un monsieur qui s'appelle Yu Yonyan. Et Yu Yonyan, c'était un maître de Dacheng Chuan et Chuan. Et lui, il soignait par la posture. Au lieu de donner des médicaments, il soignait par la posture. Et il a dit à Guo, je vais te mettre sur un programme d'entraînement de posture, puis on va voir si tu vas soigner. Au bout d'un an, complètement rétabli, Maître Guo, en travaillant uniquement la posture de Zhang Zhuang. Et il a aussi développé, c'était quelqu'un qui pratiquait déjà les arts martiaux parce qu'il a été initié par son grand-père à une forme de Shaolin Chuan, une forme de boxe chinoise. Et puis, il a appris donc d'abord l'aspect santé pour se soigner, mais Maître Yu, il a dit, écoute, t'aimes les arts martiaux, mais tu devrais aussi regarder l'aspect martial du, Dacheng Chuan. Fait quand Maître Yu l'a présenté au fondateur de l'école, Maître Wanzhai, et il a pu s'entraîner avec le fondateur pendant une courte période au début de son entraînement pour apprendre l'aspect martial, parce que Maître Yu enseignait pas vraiment l'aspect martial. C'était un dentiste, mais c'était aussi, il faisait beaucoup de médecine, parce qu'en Chine, il n'y avait pas beaucoup de ressources à l'époque médicale. Donc, tout le monde qui avait une formation scientifique participait, si on veut, pour la santé, si on veut, des gens. Donc, comme il y avait moins de médicaments, tout ça, ben, il traitait beaucoup les gens avec des méthodes traditionnelles, les herbes, les massages, l'acupuncture et aussi des exercices comme le Qigong et le Zhang Zhuang. Et donc, il a rencontré Maître Wanzhai, s'est entraîné un peu avec lui. Puis après ça, Maître Yu l'a présenté à un des disciples de Maître Wanzhai qui était un des disciples important du fondateur qui s'appelle Yao Zongzong. Et ce maître-là, ben, il s'est entraîné avec lui pendant 20 ans pour apprendre le combat. Puis Maître Guo, c'est quelqu'un qui est extrêmement combatif. C'est un guerrier. C'est un guerrier. Et quand il y avait des défis à relever, on sortait Maître Go. C'était pas le seul, mais c'en était un qui était toujours sorti. Quelqu'un vient défier l'école, OK, j'y vais. Et quand les compétitions nationales ont recommencé en Chine dans les années 80, quand la Chine a commencé à faire des compétitions d'arts martiaux,
au début des premiers exercices de combat et de Sanda, ben, Maître Go a participé à ces compétitions-là. Et il est devenu champion. Anecdote, il a été champion quand il avait 49, 50 et 51 ans. Quand les autres avaient 20, 19, 18. 28 années, ben oui. Lui, à 50, 49, 50, 51 ans, a été un champion. A été un champion de compétition. Puis quand on sait le nombre de personnes qui compétitionnent en Chine, et c'était une époque où ils cherchaient un petit peu à développer aussi les règlements de compétition, ça montre quelqu'un quand même qui a une certaine capacité en combat. Mais c'est clair, ça a dû attirer un peu l'attention sur le fait que, justement, tu sais, ça a dû soulever des questions dans les adversaires qui affrontaient. Voyons. Ça a soulevé des questions, mais tu sais, il faut comprendre que ça a donné un certain prestige aussi à l'école aussi. Ça a aidé un petit peu au développement. Mais la Chine, à cette époque-là, mais c'était le développement du wushu moderne. Donc, les jeunes sont plutôt tournés sur l'aspect vraiment sportif et dynamique. Puis tu sais, quand tu t'en viens au Dacheng Chuan, puis tu te fais dire, écoute, OK, tu vas commencer ton entraînement, mets-toi dans le coin là-bas, en position, puis reste comme ça pendant 1 heure. Pas très vendeur pour un jeune qui veut commencer des arts martiaux, n'est-ce pas? C'est pas très... Tu peux pas comprendre pourquoi tu vas faire ça. T'sais. D'ailleurs, anecdote, quand j'ai commencé à pratiquer... Quand Maître Tokitsu m'a enseigné la première fois la pratique du Janjuan, il appelait ça le Ritsuzen, il prenait le nom japonais à l'époque. Il pratiquait la forme japonaise de cet art-là qui s'appelle le Teikiken. Et au début, quand je l'ai rencontré, ce que j'avais aimé avec lui, c'est que dès que je l'ai rencontré, il habitait chez mes parents parce qu'à l'époque, j'avais un jeune bébé, fait que je voulais pas lui faire subir les nuits sans sommeil de mon bébé à l'époque. Donc, je l'avais hébergé chez mes parents. Et chez mes parents, ben, il y avait une place où on pouvait s'entraîner. Puis, j'allais le rencontrer le matin. Et la première chose que j'ai faite avec lui, c'est du combat. C'était rare. C'est rare les maîtres qui commencent à dire on fait du combat tout de suite sans t'avoir observé avant, sans rien dire. On fait du combat. Et donc, moi, j'appréciais beaucoup le combat. J'ai dit waouh, on commence avec le combat. Il m'a montré plein de techniques. Puis, à un moment donné, il dit écoute, je vais te montrer le travail le plus important des arts martiaux. Et là, je m'attendais au kata de la mort, à la technique secrète, etc. Il dit, OK, place-toi là. Il me place, il me met en position, puis il dit, bouge pas. Il m'a laissé comme ça pendant 1 heure. Je voulais pleurer, je shakais comme ça. Je pensais que c'était un test. J'ai dit, soit qu'il veut me tester, voir si j'ai de la volonté, ou il veut me tester pour voir si je suis assez niaiseux pour le faire. Je savais pas trop pourquoi je faisais cet exercice-là, mais il a dit, ça, c'est le travail le plus important. Puis là, je suis passé à travers 1 heure. Puis là, il m'a dit, écoute, on se revoit dans 6 mois, parce que comment ça fonctionnait, c'est qu'il venait au Québec. Moi, j'allais en France m'entraîner avec lui. Il habitait en France, Maître Tokitsu. Donc, on alternait comme ça. Puis il dit, je veux que tu pratiques à tous les jours. Puis dans 6 mois, on se reverra. Fait que moi, sur une fois, sans trop savoir pourquoi, je me suis installé en posture. Et puis là, ben, en pratiquant, j'ai commencé à comprendre. Puis il m'a donné plus d'explications. Puis, mais tu sais, c'est ça. Fait que pour faire ça, il faut vraiment que tu y vois un bénéfice. Surtout quand on pratique pour les arts martiaux. Pour la santé, on peut pratiquer des périodes qui sont beaucoup plus courte de travail, mais pour l'art martial, on prend la posture pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, et c'est dur. Hein? Si vous voulez l'essayer, vous allez comprendre ce que je veux. Même si vous pensez que vous êtes en forme, essayez de rester sur place sans bouger pendant 1 heure, c'est une expérience. Mais il y a un aspect là-dedans qui est un aspect méditatif aussi, et un aspect en fait, ça permet aussi de nous aider à développer aussi des capacités mentales aussi. C'est parce que plus tu transformes ton corps, plus tu transformes aussi ton esprit. Plus tu transformes ton esprit, plus tu transformes ton corps. Et ta perception, ta capacité de perception à travers ce travail-là va augmenter. Si tu veux, ta capacité d'attention va augmenter. Et en combat, l'attention, c'est excessivement important. Ta perception, c'est excessivement important en combat. Et ça permet de développer des qualités qui sont très utiles finalement pour l'art martial. Ouais. Ben, j'avais une question. Est-ce que vous avez l'impression que, dans le fond, le fait, tu sais, la façon que c'est conçu puis que c'est réfléchi, puis les besoins auxquels ça répond, c'est pas un peu, c'est comme normal dans le fond que ça rejoigne un public un peu plus âgé dans le fond? Parce que la personne qui est plus jeune, justement, aura pas ce recul-là, cette maturité-là dont vous parlez, qui est comme nécessaire pour comprendre les fondamentaux de ce style. Tout à fait. Donc, tu as souvent deux types de pratiquants que nous, on rejoint. Tu as des pratiquants, en fait, on rejoint curieusement beaucoup de pratiquants d'arts martiaux qui pratiquent l'art martial et qui
et qui rencontrent des barrières finalement et qui cherchent des solutions des fois à leurs problématiques. Et comme le Da Sheng Chuan, ultimement, c'est beaucoup axé sur la capacité en combat, il y a des gens qui y viennent. Il y a des gens qui y viennent des fois en disant, il y a des gens qui sont blessés et qui cherchent une solution. Il y a des gens qui rencontrent des difficultés et qui cherchent des solutions. Il y a des gens aussi qui en ont entendu parler, qui cherchent des solutions. Donc, on a des gens, tu sais, mes élèves, j'en ai qui ont commencé à être initiés dans la vingtaine. Il y en a d'autres qui. Mais c'est sûr que quand tu vas pratiquer ça, tu vas aussi pratiquer un autre art martial souvent de façon connexe. Et tu vas tranquillement, dans ton cheminement, intégrer les principes du Da Sheng Chuan dans ton art martial. Et oui, ça rejoint aussi des gens plus âgés. Mais pour les gens plus âgés, souvent les gens vont plus être dirigés vers quelque chose comme le Tai Chi Chuan. Ils vont aller plus vers le Tai Chi Chuan parce qu'en Tai Chi Chuan, premièrement, ça répond plus à l'image d'une technique de santé. Les gens ont vu ça à la télé, ils ont vu des gens dans des parcs faire le Tai Chi Chuan, puis l'aspect santé est comme déjà un peu reconnu, un peu comme le yoga finalement. Donc les gens vont être plus attirés vers le Tai Chi Chuan. Le Da Sheng Chuan, ça va attirer aussi des gens qui ont ce besoin-là, mais c'est moins connu et comme la pratique est structurée de façon où il y a moins de tu sais, faire une forme d'une certaine façon, c'est facile parce que, quand je dis que c'est facile, c'est pas au sens que c'est facile d'apprendre ou d'exécuter, mais c'est facile au sens que tu es dans un cadre d'apprentissage. Et là, tu vas apprendre le mouvement 1, le mouvement 2, le mouvement 3, et tu es capable après ça de répéter une forme, une série d'enchaînements qui est déjà dictée pour toi. Dans le Da Sheng Chuan, comme il n'y a pas de forme, c'est tout basé sur le développement de ta capacité et les mouvements que tu vas exécuter, ben on appelle ça des mouvements spontanés. C'est plus des mouvements qui sont utiles en arts martiaux, mais il n'y a pas de codification. Tu comprends? Moi, je peux développer mon propre enchaînement, comme un boxeur, par exemple. Il y a quand même une forme d'enchaînement que tu peux développer. Mais tu sais, tu n'as pas un kata, comme un kata de karaté, puis dire, OK, tu vas travailler, je sais pas moi, kankudai, kushankudai, peu importe comment tu l'appelles, ou tel kata, et tu vas le répéter. Il n'y a pas de routine. Tout ce que tu pratiques toujours le fondement dans ta pratique. Fait que de ce côté-là, les gens sont plus attirés vers le tai chi. C'est ce qui doit faire aussi en sorte que vous attirez des gens de différents styles, parce que vu que c'est plus comme un genre de... C'est plus comme... Je sais pas comment expliquer ça simplifié. C'est complémentaire plus. Ouais, c'est complémentaire. C'est comme si les gens ont déjà leur recette, puis vous arriviez en disant, voici comment on l'épice. C'est ce qui manquait. Ta recette. En fait, voici les épices qui manquent à ta recette. En fait, c'est pas. Je pense que tout art martial a sa profondeur, mais le Da Sheng Chuan, c'est vraiment le travail de la profondeur de la pratique. C'est vraiment l'idéal pour les Japonais du travail du Budo. C'est vraiment l'idéal de la recherche en profondeur d'un travail étalé sur une vie, si tu veux. Hein, et d'être capable de développer ta capacité tout au long de la vie. Et on réalise souvent, à un moment donné, quand on arrive à des blocages dans la vie, comme par exemple ce moment, tu sais, on rencontre, moi en tout cas, tu sais, il y a comme deux types souvent de pratiquants âgés dans les arts martiaux. Tu as des gens qui pratiquent encore, mais je vais le dire comme ça, mais qui pratiquent encore, mais qui ont définitivement, ils ont l'expérience, ils ont la maturité, il y a beaucoup de respect dans ce qui a été fait, mais souvent, la capacité a définitivement diminué. Et tu as l'adepte d'art martial, qui est pour moi l'adepte, qui est celui qui, en vieillissant, continue à progresser de façon concrète. Et il n'est pas juste l'ombre de lui-même, de ce qu'il était quand il était jeune. C'est quelqu'un qui est encore en développement et qui est encore en train de... qui n'est pas juste la... Tu sais, c'est difficile à exprimer parce que c'est pas péjoratif ce que je dis par rapport à... Quelqu'un qui essaie de rester tout le temps sur le edge, là, pas que... Sur le edge, mais je comprends ce que ça. Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Et que quand tu regardes, tu dis, comme quand j'ai rencontré Maître Guo, je l'ai rencontré en 2007, donc il était déjà assez âgé. Il était déjà dans 60, ça fait 74 ans quand je l'ai rencontré. Ben, pour moi, et c'est pas une idéalisation, c'est pas rien, mais il y avait définitivement encore de la qualité. Il y avait encore de la capacité, vraiment de la capacité. Et ça, pour moi, c'était un aspect important de la pratique. C'était pas, tu sais, j'ai rencontré beaucoup de maîtres japonais qui ont été des bombes incroyables. Puis quand tu les vois avec le temps,
ça enlève pas ça enlève pas tout le chemin qu'ils ont fait, mais dans la capacité physique avait diminué concrètement. Tu sais, et concrètement, il faut pas, tu sais, et c'est un des aspects moi qui m'a attiré dans la pratique du Dacheng Chuan. Ça veut pas dire que tout le monde qui fait du Dacheng Chuan est capable d'accomplir ça. Il faut que tu t'investisses, c'est pas gratuit, là, mais la méthode peut mener à ça. Et ça, pour moi, c'est un aspect important de la pratique, la longévité. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 59 ans, tu sais, puis comme j'avais dit dans l'autre podcast, tu sais, je suis content quand même d'avoir eu la chance d'avoir été initié à ce genre de méthode-là à 26 ans parce que ça m'a permis. Parce que le créneau du Dacheng Chuan, c'est qu'il faut que tu sois efficace maintenant. Donc, à 20 ans, il faut que tu sois efficace. À 25 ans, il faut que tu sois efficace. À 30 ans, il faut que tu sois efficace. Mais il faut que tu sois aussi capable de rester efficace à 50, 60, 70 ans. L'efficacité, c'est aussi la santé. Il faut que tu sois en santé aussi. Il faut que tu sois un beau vieux. Il faut que tu sois capable de continuer. Et ça, c'est un thème. D'enlever la neige devant ta porte quand tu es rendu à 64 ans. Là. Oui, puis d'être heureux, puis plein de vie, puis plein de vitalité, puis avoir encore la capacité de faire des choses. Tu sais. Et pas avoir subi les conséquences d'un entraînement qui a été négatif pour ton corps, tu sais, parce que, tu sais, souvent, ce qui arrive, c'est que malheureusement, ça arrive, c'est pas toujours le cas, puis aujourd'hui, les arts martiaux ont beaucoup évolué, tu sais, le karaté, c'est pas le même que moi j'ai appris dans les années 70, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées, tu sais, des entraînements, il y a eu des formations d'instructeurs, il y a beaucoup de gens qui ont étudié la biomécanique, puis tu sais, il y a beaucoup de progrès qui a été fait sur l'utilisation du corps. Mais il reste que souvent dans une pratique, des fois, qui est intense de la mauvaise façon quand on est jeune, ben, on se crée des problèmes dans le temps. On n'y pense pas quand on est jeune, mais on regrette après. Puis ça, tu peux pas remplacer. Tu sais, oui, on peut remplacer un genou, on peut remplacer des choses, mais tu sais, il y a beaucoup de pratiquants que tu rencontres qui vont dire, ben, tu sais, oui, malheureusement, tout à l'heure, je me suis brisé le genou, ben là, ben, regarde, je peux juste pratiquer un peu, ben, tu sais, il peut y avoir un accident, si tu peux pas rien faire contre ça. Mais, il y a souvent beaucoup de choses qu'on se fait à notre corps. Tu sais, quand je faisais du Kyokushin Kai, je faisais beaucoup de casses, hein, beaucoup de casses. Là, c'est un méchant thrill, faire de la casse, comme moi, j'aimais ça à l'époque. Mais, tu sais, à un moment donné, tu te brises un os, tu te brises ici, puis si tu fais pas attention, ben, à un moment donné, tu vas faire de la retraite quand tu vas vieillir, tu sais. Mais ça, personne ne te le dit, tu sais. Personne ne te le dit, puis même tu regardes les gens, puis tu te dis, ouais, il y en a, après ça, tu les regardes, ils ont des problèmes, tu sais. Et ça, pour moi, c'est un problème, c'est pas un problème, c'est un aspect fondamental de mon approche des arts martiaux, c'est la durée. C'est la durée. Mais de où, il y a pas juste... on parlait justement que... Il y avait plus de profondeur, puis on revient tout le temps aux arts martiaux japonais, chinois. Est-ce que vous pensez que c'est à cause que à l'origine, les arts martiaux japonais viennent de la Chine de toute façon, puis que avec le temps, eux auraient développé une profondeur plus... Ouais, c'est ça. Comment vous expliquez ça, que eux, les arts martiaux japonais se poussent excessivement autant que ça, puis que les arts martiaux chinois se conservent plus? Je sais pas si vous... la profondeur existe dans les arts martiaux japonais, définitivement. Oui, il y a une profondeur... Ils vont se pousser à l'entraînement jusqu'à... en fait, au maximum. Écoute, là, c'est une interprétation personnelle. Là, alors, regarde, non, mais c'est juste... ça. Mais moi, ce que je te dirais de ce que j'ai compris, tu sais, Maître Kitsu, c'est un historien. J'ai aussi des conversations avec Patrick McCarthy, qui est tout ça, un historien, tout ça. Et je pense que spécifiquement pour le karaté, pour moi, il y a comme deux étapes du karaté. Tu sais, je prends le karaté, par exemple, parce que c'est l'art que j'ai pratiqué. Tu sais, quand le karaté a été introduit au Japon, le karaté d'Okinawa a été introduit au Japon, c'était la période de montée du nationalisme japonais. Et les Japonais construisaient leurs machines et leur nationalisme pour aller vers ce qui a mené la Deuxième Guerre mondiale. Et les arts martiaux se sont développés, le karaté, entre autres, a été intégré dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, ce qu'on voulait former, c'était des gens avec un mental de guerrier. Hein. Et pour un jeune, là, si je te dis demain, là, je sais pas quel âge vous avez, mais mettons, tu dis à quelqu'un qui a, je sais pas moi, qui est dans la vingtaine ou peu importe, OK, tu t'en vas à la guerre, OK? Puis tu vas te préparer pour la guerre. Puis là, à la guerre, tu dis, je peux probablement mourir à la guerre. Vas-tu penser que tu vas à quoi va ressembler ton corps quand tu vas avoir 60 ans, quand tu penses que probablement tu vas mourir à la guerre ou que tu risques d'aller... Donc, l'entraînement a été fait excessif. C'est ça, all-in. Et cette mentalité-là, après la Deuxième Guerre mondiale, est restée.
est resté beaucoup. Fait que si on regarde, par exemple, les programmes de karaté, comme si on regarde, par exemple, ce qui s'était fait dans le Shotokan JKA, qui a fait des programmes d'instructeurs incroyables, ils ont formé des instructeurs d'un niveau incroyable. Tout était basé sur le travail à fond, puis la sélection des meilleurs éléments, mais le travail à fond, full pin, etc. Et une des réflexions justement de Maître Kitsu, qui était un pratiquant de Shotokan à l'origine, c'était justement, lui, à un moment donné, c'était un gars qui donnait 1000 coups de pied au sac là, de chaque côté. Tu sais, c'était un maniaque de l'entraînement. Il s'est posé la question, il disait, à un moment donné, mon corps ne tiendra pas le coup non plus. Puis là, il s'est tourné vers le karaté ancien. Karaté ancien, pas autant au sens d'ancien, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le karaté pour qu'il y ait un changement aussi radical dans la pratique? Puis si tu regardes... Mais c'est ça, c'est aussi le changement de pensée, comme tu disais tantôt, on va, comme vous disiez, fait que c'est là que ça s'est passé. Il y a eu un aspect culturel. C'est sûr que ça a eu un impact. Puis ça s'est fait pas juste dans le karaté, dans beaucoup d'arts. Puis aussi, il y a la transformation aussi des arts martiaux comme étant... qu'on le veuille ou non, comme est devenant un sport aussi. Et quand tu pars de la pratique du Budo, par exemple, au Japon, ou d'un art qui n'était pas un art, qui était un sport, et que tu fais une pratique de masse, ben, dans la pratique du sport, c'est sûr et certain que tu changes de mentalité, tu vas vers la mentalité d'athlète. Et dans la mentalité d'athlète, ben, c'est le développement corporel au maximum pour performer. Et les arts martiaux ont aussi été beaucoup influencés par ça. C'est pas négatif, l'aspect sportif, bien au contraire, mais c'est sûr que ça a fait des changements. Il y a eu des changements aussi on le voit, il y a eu des changements aussi, beaucoup dans les arts martiaux, même au niveau des postures, les postures très larges étaient beaucoup moins utilisées avant dans les arts martiaux qu'elles le sont utilisées maintenant. Mais tu sais, un autre changement aussi dans les arts martiaux avec l'avènement d'une pratique qui est plus sportive au sens... sportive au sens que quand tu fais du sport, tu dois performer que tu le veuilles ou non, pour le spectateur et pour les juges. Tu dois performer pour le regard externe. Donc, il faut une technique. Donc, si par exemple, tu as une technique qui est très efficace, mais qui est très courte et peu visible, ben, le juge ne verra pas ta technique et le spectateur ne verra pas ta technique. Et à ce moment-là, ben, si tu fais une compétition au point, ben, tu n'auras pas de point pour ton coup. Personne ne va l'avoir vu, par exemple. Donc, ça a changé aussi. Il faut que la technique soit spectaculaire et très visible de l'extérieur. Hein. Les katas, si on regarde les katas, ben, vous êtes beaucoup mieux placé que moi aujourd'hui pour le savoir parce que je suis beaucoup moins intéressé. Ben, j'aime le phénomène de la compétition, mais tu sais, je fais plus de compétition. Vous le savez, ben, tout l'avènement des katas modernes, musicaux, spectaculaires, avec des trucs acrobatiques, ben, c'est pourquoi? C'est pour le spectateur. Et ça développe des athlètes extraordinaires, mais c'est pour le spectateur. Mais dans l'art martial, avant, il n'y avait pas cette notion de spectateur. C'était une notion de survie. Et dans la survie, et dans une notion de survie, ben, c'est pas qu'est-ce que la personne voit, c'est ce que la personne ressent quand tu combats. Hein? On voit ça dans le sabre aussi. Dans le sabre japonais, à l'origine, si tu regardes, par exemple, les techniques, justement, comme dans l'école de Maître Kuroda, les techniques sont très sobres. Il n'y a pas de flip et de mouvements très, très spectaculaires des sabres. C'est des mouvements excessivement sobres qui sont basés, finalement, c'est toujours selon moi, je ne suis pas un expert non plus, mais qui sont basés sur l'efficacité du corps. Parce qu'en sabre, si tu manques ton coup une fois, tu meurs. Hein, je veux dire, tu peux pas... Les combats de sabre, c'était pas des milliers de coups d'épée, c'est la minute que tu es coupé, la minute que tu reçois, même si c'est pas un coup fatal, si je te tranche sur le bras, ben donc, il y avait beaucoup d'utilisation du sabre. Puis tu sais, ce que ça fait, c'est que dans l'art martial, pour le combat, tu as beaucoup de notions, des fois, qui sont moins explorées aujourd'hui, souvent dans les arts martiaux plus contemporains. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas, mais qu'ils sont moins explorés. C'est, par exemple, des notions comme comment apprendre à effacer le geste. Comment est-ce que je peux faire un geste qui va être, on va l'appeler en termes conventionnels, non télégraphiés, mais comment je peux faire, en japonais, on appelle ça musuku, ça veut dire enlever la force, mais c'est aussi enlever le geste aussi. Donc, par exemple, si je fais une coupe au sabre, comment est-ce que je peux arriver à faire un geste que mon adversaire ne percevra pas? Puis quand il va percevoir le geste, il est trop tard, la technique est rentrée sur l'adversaire. Ça prend une manière de déplacer le corps très particulière pour arriver à ce genre de technique-là. Et ça, il y a un savoir là-dedans qui
qui a tendance à être moins développé dans les arts martiaux contemporains. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est beaucoup moins développé. L'art martial contemporain est beaucoup basé sur la capacité physique des gens. C'est un aspect important, mais finalement, les gens qui réussissent dans les arts martiaux, c'est souvent des gens que même s'ils n'avaient pas fait d'arts martiaux, ils seraient déjà forts finalement. C'est déjà des gens qui ont une capacité athlétique souvent très innée, assez importante, tu sais. Et souvent, les gens qu'on va regarder qui vont dans les rings et tout ça, ben c'est des gens qui ont c'est des gens qui ont une grande capacité de force, si on veut, et alors qu'avant, oui, il y avait une grande capacité physique, mais il y avait beaucoup de principes subtils pour arriver à l'efficacité, qui faisaient que si tu avais des capacités physiques moindres, tu étais capable de développer des capacités qui pouvaient te permettre de survivre en combat ou d'exceller en combat. On a reçu dans un épisode en anglais Jérémy Deman de Ottawa Kenjutsu. Puis on avait parlé du fait que, parce que j'en parle, vous avez parlé de Kenjutsu, là, du fait que, tu sais, juste dans la résultante, le Kenjutsu et le Kendo, la plus grosse différence, tu sais, le Kendo, le but, c'est faire un point. Puis en Kenjutsu, toute la mentalité est basée sur le fait que le but, c'est pas d'être touché en premier, c'est d'être le dernier à toucher. Parce que t'es supposé d'être le dernier qui se tient debout. Qui est encore en vie, au final. Le résultat, c'est ça. Tandis que l'autre, le but, c'est d'être le plus rapide à rentrer. T'as raison à 100%. Par contre, il y a quelque chose qui est intéressant dans le kendo et le kenjutsu, du point de vue historique, qui est vraiment intéressant parce que ça peut être un modèle aussi pour quand on fait une réflexion sur le combat. Tu vois, le kenjutsu, effectivement, c'était dans le temps de Musashi, par exemple, quand tu faisais un duel, tu survivais ou tu mourais souvent, ou tu étais éclopé après le duel. Hein? Donc, souvent, on dit souvent que Musashi il a fait une 60aine de duels, d'après ce qu'on sait, et il a gagné ses duels. C'était quelqu'un qui étudiait bien ses adversaires avant de les affronter, mais il avait définitivement une capacité. Mais lui, il a survécu. Et en survivant, il a passé à l'histoire parce qu'il a écrit des livres puis il est devenu célèbre. Mais s'il était mort dans un duel, on n'aurait jamais entendu parler. Hein. Donc, il y a un de ses élèves célèbres qui s'appelle Sasaki Kojiro Sasaki, et qui c'est un duel célèbre qui est très connu. Et puis, Maître Tokusu me disait souvent, il dit que Sasaki Kojiro aurait été un bien meilleur adepte que Maître Musashi ou que le guerrier Musashi parce qu'il y avait probablement une meilleure capacité. Mais quand ils ont fait le duel, lui, il est mort, puis Musashi a survécu. Donc, il n'a jamais pu se développer plus loin que jusqu'à l'âge où il a été. Et ça fait réfléchir sur ce qui s'est passé en sabre qui est intéressant au Japon, c'est que les maîtres japonais, les adeptes japonais, à un moment donné, surtout au peut-être 17e ou 18e siècle, 19e siècle, ils ont commencé à porter des armures et utiliser des shinai. Et là, ce que ça a permis aux adeptes d'être capables d'évaluer le combat sans mourir. Tu comprends ce que je veux dire? Et ça, c'est un aspect important. C'est probablement ça qui a permis de faire un très grand pas en avant dans le sabre parce que les gens pouvaient continuer à se développer et non pas être... tu comprends ce que je veux dire? Donc, oui, il y a un changement, mais ce qui est intéressant du kendo, c'est que oui, il y a des techniques qui sont perdues. Oui, il y a des choses qui sont perdues, mais par contre, le niveau en kendo est un niveau qui est intéressant parce que les gens pratiquent le combat dans un contexte où il y a des restrictions. On peut juste frapper la tête, le mène, le dos ou le côté, mais ces restrictions-là font aussi que tu es obligé de faire des techniques très spécifiques pour y arriver. Et ça a permis un développement de l'art dans le temps sans que les gens se blessent. La difficulté dans l'art martial à main nue, je ne sais pas comment vous le vivez vous autres, c'est que la minute qu'on veut commencer à être plus réaliste, inévitablement, on finit par recevoir des coups. Et ma tête, un shinai, je peux le briser puis le remplacer demain. Ma tête, mon cerveau qui reçoit des coups, je ne peux pas le changer demain. Ou si je me brise la main, je ne peux pas la changer demain. Fait que oui, on a développé des protections, mais c'est toujours délicat le combat en art martial à main nue parce que le risque de blessure, même si on porte des protections, est toujours présent. Et le problème de porter des protections en art de combat, je donne un exemple de mon expérience de l'art du combat, c'est juste moi, c'est que par exemple, si tu te mets des protecteurs de tibia, des shin pads, OK? Puis que tu dis, OK, quand je donne un coup de pied, je ressens pas, j'ai pas de blessure à mon tibia, ce qui est positif, right? Mais en même temps,
quand je me fais bloquer, j'ignore la douleur. Donc, le bloc que je reçois, je peux bûcher sur mon adversaire parce que je sens rien. Quand je mets un plastron, puis que je frappe dans le plastron, ben, tu sais, avec un gant, ben, je sens pas, il y a pas d'effet sur mon poing et l'adversaire, ben, il n'y a pas d'effet. C'est très différent que de combattre à main nue. Quand tu combats à main nue, si je te frappe, ou si je donne un coup de pied puis tu bloques mon tibia, même si je fais du conditionnement, ça fait mal, right? Je peux pas donner mon coup de pied de la même façon que si je porte des shin pads. Avec un shin pad, je peux me lancer à 100%. Pas de shin pad, plus le même combat pantoute. Si je combats à main ouverte, si quelqu'un peut utiliser des techniques à main ouverte, et parce qu'un gant, c'est gros, hein, c'est gros, ça prend de la place. Ça peut être plus petit, mais ça prend de la place. C'est pas du tout la même technique qu'une technique à main ouverte. Donc, c'est intéressant. On a des protections, mais les protections, d'après moi, nous mène pas, nous offre pas, ça nous offre des opportunités, mais pas jusqu'au point de ce que le kendo a développé. Parce qu'en kendo, c'est vrai que recevoir un coup de shinai à la gorge ou recevoir un tsuki à la gorge, un pic à la gorge en kendo, oui, ça marque, mais il y a pas beaucoup d'effets physiques, il n'y a pas beaucoup de conséquences physiques sur le corps. Tandis qu'en combat à main nue, ben, c'est toujours un dilemme d'explorer l'efficacité parce que faut toujours doser dans notre expérimentation protection et conséquences physiques et réalité du combat. Voyons, c'est un peu aussi parce que moi ce que j'avais lu sur le kendo, c'est que tu sais c'est né parce que le kenjutsu était rendu comme interdit, tu sais l'enseignement à un moment donné, ils ont comme dit OK, faut slacker que tout le monde apprend le maniement d'armes. Fait qu'ils ont fait comment on peut faire en sorte que cette tradition-là martiale perdure, puis ils l'ont transformé, l'ont fait évoluer vers quelque chose qui était plus sportif. Fait que c'est un peu comme un genre de compromis historique pour que un héritage culturel, même s'il est transformé puis il est rendu qui n'est plus létal, ben il peut quand même être enseigné, fait que ça a perduré dans le temps un peu comme je pense que la transition, et là encore une fois, je suis pas un expert, faudrait lire des livres d'experts un peu plus, mais de ce que j'ai compris de la transition du kenjutsu au kendo, c'est que c'est d'abord, premièrement, la pratique, le port du sabre, la pratique du sabre au Japon était restreint à une élite. C'est pas tout le monde qui avait le droit d'étudier le sabre de façon officielle, en tout cas. Et je pense que c'est beaucoup des adeptes de haut niveau qui ont fait transiter, qui ont fait le passage du sabre vers le kendo, mais pas dans une perspective sportive, dans une perspective de développer leur art, d'être capable d'atteindre un plus haut niveau dans leur art. Fait que si tu regardes les grands adeptes de sabre du Japon, tu sais, comme Naito, Sasaburo, tous des maîtres qui ont été ceux qui ont enseigné à ceux qui ont développé le kendo moderne. Ces adeptes-là avaient pas tellement l'idée du sport, mais il y avait l'idée du développement de la profondeur de l'art, de faire une transition du sabre à quelque chose où on pouvait utiliser finalement du bokken. Puis si on regarde avant que les compétitions de kendo deviennent vraiment très développées, ben tu sais le sabre a été beaucoup pratiqué par la police. Il y avait beaucoup de clubs de kendo dans la police japonaise développés au sein de l'armée. Puis je pense qu'à partir de là, ça s'est développé de là vers la population plus générique. Puis tu sais le sabre au Japon, c'est un art qui est excessivement important. Et après ça, c'est devenu une pratique sportive. Mais c'est cette volonté-là de vouloir préserver un héritage que les Japonais avaient, qui a peut-être fait en sorte aussi que les arts martiaux japonais ont rayonné peut-être un peu plus pendant un temps que les arts martiaux chinois, parce que les Chinois, vous nous l'aviez dit, ils ont plutôt essayé d'étouffer ça, puis de faire comme... Ils tuaient même des maîtres, tout ça, pendant une époque. Fait que pendant ce temps-là, les Japonais, eux, se sont dit « Hey, nous... on veut pas que ça s'éteigne, fait qu'on va le répandre, puis on va l'enseigner, puis on va l'exporter, tu sais. » Fait que ça a fait en sorte aujourd'hui. La société japonaise, je pense que la manière dont les arts martiaux se sont développés, il y avait une très grande facilité à développer une systématisation de la pratique. Tu sais, les Japonais, la notion de kata au Japon, c'est pas juste des katas comme des formes en karaté ou des katas de kendo, des katas de kinjutsu. La kata, la notion de forme, la notion d'être conforme dans la société, c'est très important au Japon. Les Japonais, et donc leur capacité de vouloir standardiser les choses est très, très forte au Japon. Au Japon, il y a une très grande, il y a toujours une très grande tendance à vouloir aller vers la normalisation.
la normalisation de la société. Les Chinois, eux, n'avaient pas ça. La Chine, c'est grand, c'est énorme. Pendant que c'est pour ça que je pense que ça a pris du temps aux arts martiaux chinois à se développer, c'est que c'était pas un développement systématique, c'était un petit groupe ici, puis un petit groupe est là, puis chacun un peu dans son coin. C'était moins, il n'y avait pas beaucoup la notion d'école de la même façon que dans les arts. Il y avait des écoles, mais pas structuré autant. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, un des chocs que tu as quand tu pratiques en tout cas, moi, un des chocs que moi j'ai eu, en tout cas, quand j'ai rencontré, quand je suis allé plus dans le monde des arts martiaux chinois, tu sais, tu viens des arts martiaux japonais, tu sais, tu rentres dans un dojo, puis tu sais, tout est systématique, tu sais, tu peux reconnaître qui est le prof, puis tu sais, tout le monde travaille en groupe, puis c'est, tu sais, bon, vous savez ce que c'est, et tu arrives dans la pratique des arts martiaux chinois, puis tu arrives dans une salle, tu sais, puis il y a quelqu'un qui pratique dans le coin là-bas, il y a quelqu'un qui est assis avec une cigarette dans le coin là-bas, tu sais, il n'y a pas c'est plus comme ça. Dans le wushu moderne, c'est super organisé. Ils ont rattrapé ça énormément. Mais dans les arts martiaux, la mentalité classique, écoute, c'est pas systématique. Tu sais, le professeur te montre, puis là, il te met dans un coin, il te fait pratiquer, puis après ça, il va te corriger. Puis c'est pas comme au Japon, tu sais, 1, 2, 1, 2, each knee, go, etc. C'est différent. Et ça, c'était aussi la mentalité chinoise de l'époque. Tu sais, c'était pas aussi systématique. Il y en a qui l'ont fait, il y a des groupes qui l'ont fait, mais avant que ça se fasse dans le wushu moderne, les Chinois étaient moins organisés. Et ça, c'est une des choses que souvent beaucoup de pratiquants chinois ont admiré des Japonais. Tu sais, les Chinois ont eu de la misère avec les Japonais parce qu'ils ont été envahis à un moment donné. Tu sais, puis la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup d'horreurs qui ont été faites, mais ouais. Ils ont une histoire. Il y a eu beaucoup d'atrocités qui ont été faites durant la Deuxième Guerre mondiale par les Japonais. Donc, il y a toujours eu un peu de réticence pendant un certain temps à tout ce qui était japonais, mais une des choses qui était améliorée. Dont le livre, j'ai lu récemment, The Rape of Nankin, qui est un très bon livre sur ça. Exact. À Nanjing, le massacre qu'il y a eu là-bas, c'est épouvantable. Tu sais. Moi, je vais te dire que il y a encore dans les gens plus âgés chinois qui veulent pas, rien savoir des Japonais. Par contre, ce qui est assez intéressant aussi qu'il faut pas oublier, c'est que il y a une période aussi où beaucoup de Japonais sont allés étudier en Chine au début du 20e siècle, dont Maître Yu, le professeur de Maître Go, il est allé étudier, il a fait ses cours de dentisterie au Japon, dans une université japonaise, parce que le Japon avait des concessions en Chine, et puis il y avait des liens avec la Chine, et en même temps, le japonais, bon, c'est une langue différente, mais l'écriture est basée sur l'écriture ancienne japonaise, les kanji sont basés sur l'écriture chinoise, et donc lui, il a étudié au Japon, et il parle japonais, il est décédé maintenant, mais il parlait japonais, Maître Yu aussi. Mais c'est ça. Mais c'est sûr que l'organisation, c'est une des forces du Japon. C'est pour ça, je pense que les arts martiaux japonais ont pu facilement, à un moment donné, je pense, faire une expansion à travers le monde parce que l'organisation est très forte, là, tu sais. La systématisation de l'entraînement. Tu sais. Ouais, c'est ça. C'est une société hyper structurée, fait qu'ils ont transféré ça dans leurs arts martiaux, fait que ça les a aidés à s'expansionner. Tout à fait. Ouais. Bon, juste pour terminer, en même temps aussi, ce qui est difficile dans la pratique, par exemple, ce qui vient avec la systématisation aussi, c'est un peu la négation de l'individu. Et donc, le développement individuel existe et ça fait partie du travail, mais l'individu se perd un peu dans le groupe aussi au Japon. Tu sais, la notion d'individualité est pas la même, si tu veux. C'est autre chose. Si tu le vois en karaté, il faut que tout le monde fasse un peu de la même façon. Tu sais, c'est la même coquille. Tu sais. On fait la forme, puis tout est basé sur c'est la forme. Il faut faire tel quel. Tu sais. Il y a moins d'individualisation. Ce qui est assez curieux d'ailleurs, c'est que dans le karaté d'Okinawa, dans le karaté d'avant-guerre, de ce qu'on en sait, en tout cas, souvent un maître n'enseignait pas le kata de la même façon à ses différents élèves. On sait très bien que, par exemple, Shojon Miyagi, le fondateur du Goju Ryu, n'enseignait pas les katas de la même façon à ses différents élèves. Il regardait en fonction de la taille, des capacités. Le kata n'était pas enseigné de la même façon parce que c'était pas le mouvement qui était important, la spécificité du mouvement qui était important, c'était la possibilité d'appliquer le mouvement par la personne. Et ça, c'était une différence. Tandis qu'aujourd'hui, il faut que tout le monde fasse pareil, puis on standardise au maximum, mais ça, c'était pas une réalité des arts martiaux avant. Tu sais, souvent, Maître Tokitsu disait une chose intéressante. Il disait souvent, il dit, un kata, en fait, ce que c'est, il dit, un kata, c'est une table des matières. C'est comme si chaque mouvement, ou par exemple, en Tai Chi Chuan, chaque posture, ou en karaté, chaque mouvement, ou certains groupes de mouvements, c'était un chapitre. Puis il dit, les gens, quand ils font des katas, ils récitent des chapitres. Fait que c'est comme si tu prenais l'index d'un livre, puis tu récitais tout le nom des chapitres,
mais tu n'allais jamais lire les chapitres. Fait qu'il dit, faire un kata, si tu t'investis pas dans chaque partie du kata à aller investiguer s'il y a quelque chose, parce qu'il y a des katas, il y a des katas qui n'ont pas de sens, qui sont vides de sens. On les justifie, mais il y a des katas, tu sais, on dit souvent qu'il y a 3 types de katas dans les arts martiaux au Japon. Il y a ce qu'on appelle les rinto kata. Rinto kata, ça veut dire les katas de combat. Un kata de combat, tu peux trouver une signification de combat. C'est un kata qui est fait pour le combat. Et les chapitres du kata, c'est des ouvertures sur des applications martiales. Donc, tu vas pouvoir trouver des applications parce que le kata, il est fait pour le combat. Pas juste dans sa gestuelle, mais dans sa façon d'utiliser le corps aussi. Tu as aussi ce qu'on appelle des yoen kata. Yoen kata, c'est des katas de démonstration. Dans un kata de démonstration, on ne cherche pas d'application. Il est fait pour le show. Il est fait pour l'application. Oui, il peut avoir des applications, mais ce n'est pas son but premier. Son but premier, c'est la démonstration. Et il y a un 3e type de kata qui est ce qu'on appelle le rentan kata. Rentan, ça veut dire des katas de renforcement du corps. Des katas qui sont faits pour développer la capacité. Un kata classique de ça dans le karaté, c'est Sanchin. C'est un kata qui est fait pour développer la puissance ou une certaine façon d'utiliser le corps. Mais dans un kata de renforcement, c'est pas non plus axé vers les applications martiales. Ça va t'aider à appliquer. Ça ressemble un peu à la posture qu'on fait, si tu veux. La posture, c'est pas du combat, mais ça développe tes capacités pour le combat. Et souvent, ce qui est arrivé dans le karaté moderne, c'est que ces 3 éléments-là se sont mélangés. Et les gens ont commencé à chercher des applications dans des parties de kata qui n'avaient pas d'application. Ils ont commencé à justifier des choses. Des fois, tu regardes des justifications d'application de kata puis tu te dis, ça fait pas de sens. Personne combat comme ça. Mais on le justifie parce que, regarde, on fait un Gedan Barai ou on fait telle technique, ben on tourne par en arrière. Tu sais, quelqu'un t'attaque par en arrière, tu tournes, tu bloques. Essaye ça en combat, toi. Tu vas te faire frapper. Personne ne peut te retourner par en arrière et aller bloquer. Ça n'a aucun sens. C'était pas ça le sens du kata. Il y avait une autre volonté derrière le kata. Et ça a été aussi, c'est important de comprendre ça si quelqu'un étudie les katas. Tu sais, il y a des travaux qui ont été faits comme quelqu'un justement comme Patrick McCarthy, très intéressant. Tokitsu a fait sa recherche. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Il y en a beaucoup sur Internet qu'on va aujourd'hui présenter les katas. Mais il faut que le kata ait du sens. Si le kata n'a pas été fait pour le combat, il n'y a pas de sens. Puis des fois, ils montrent des choses qui n'ont rien à voir avec le kata, puis c'est des justifications de technique. Mais ça, c'est des choses, je pense, que souvent, quand on n'a pas une perspective historique ou une certaine perspective culturelle, on ne sait pas ces choses-là. Puis on s'imagine que les katas, dans chaque mouvement, il y a une application. C'est pas le cas. C'est pas vrai. Et ça dépend du type de kata. Mais on essaie de nous dire, ben dans chaque kata, il y a une kata, oublions le karaté, parlons d'arts martiaux chinois. Si ta forme n'est pas faite pour avoir une application, tu ne peux pas chercher d'application. Si ta forme est faite pour les applications, ben, tu vas en trouver des applications. D'ailleurs, on va pas besoin de les trouver, on va te les enseigner, puis on va te mettre sur la piste. Donc, on va te dire, quand tu vas pratiquer, tu vas non seulement, à chaque fois que tu fais le kata, réciter les chapitres, mais tu vas rentrer en profondeur dans chacun des chapitres, puis tu vas essayer d'appliquer chacune des techniques. Mais il y a une anecdote, je ne sais pas si là on commence à en avoir fait pas mal, fait que je ne sais pas si elle date de la table ronde avec vous ou pas, mais ou si c'est quelqu'un d'autre qui me l'a raconté, si c'est quelqu'un d'autre, je m'en excuse, je sais pas d'où c'est, mais j'ai entendu récemment quelqu'un qui disait que dans le fond, des fois même, tu sais, il y a des façons de faire X, Y, kata. La raison pourquoi le déplacement on le fait de telle longueur de jambe ou dans tel espace, c'est simplement parce que le professeur à un moment donné, il y avait un dojo tellement petit qu'il fallait qu'il adapte comme les déplacements parce que dans le fond la forme initialement prenait beaucoup plus de déplacements. C'était avec vous qu'on avait évoqué ça? Non, c'est pas moi, mais ça me fait rire que tu dises ça parce que c'est tellement vrai. Je vais donner un exemple que je connais bien dans le Tai Chi Chuan. À un moment donné, il y avait des gens qui pratiquaient la forme, qui répétaient la forme, puis qui ont appris la forme d'une certaine manière. Puis à un moment donné, il y a un élève fameux d'un professeur que je nommerai pas, qui enseignait la forme, puis à un moment donné, mais il était lui en Amérique. Puis à un moment donné, les élèves se sont rencontrés, puis là, à un moment donné, il dit, les élèves de Taïwan disent aux élèves des États-Unis, mais aux professeurs des États-Unis, mais tu as changé la forme. Il dit, la forme n'est pas comme ça qu'on l'a appris. Fait que là, le professeur, il dit justement, c'est exactement ce que tu dis. Il dit, quand on pratiquait avec notre professeur, la salle était toute petite. Fait qu'on pouvait juste faire 2 répétitions, par exemple, du mouvement brosser le genou ou peu importe. Mais il dit, ça a toujours été codifié comme ça parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais si on n'a plus de place, on peut en faire plus ou moins de répétitions. Fait que souvent, ça arrive effectivement que des katas sont changés en fonction de l'espace aussi. Ça peut arriver, ou en fonction d'autres critères aussi.
Et tu sais, je reviens encore là-dessus. Pour moi, en tout cas, euh, il y a, il y a, dans les katas, la précision, pour moi, dans les formes, la précision doit venir d'une compréhension profonde du pourquoi du geste qu'on exécute. C'est pas, on mime, il faut mimer au début, c'est correct, mais le mouvement est un reflet d'une compréhension profonde du mouvement, de la stratégie du mouvement, même de la façon de se déplacer dans le mouvement, et c'est ça qui dicte la gestuelle. Et si éventuellement, dans ta je perds un AirPod, excusez-moi. Et si éventuellement dans ta, m'entendez-vous toujours? Ouais. C'est éventuellement dans ta compréhension de la gestuelle, ben ta main est plutôt comme ça que comme ça, ou que à ce moment-là, tu n'as pas déformé le kata. Tu as exprimé le kata par la compréhension à travers ton corps et non pas déformé le kata. Et c'est ça le problème. Tu l'as tellement développé que tu l'as adapté à toi-même. Tu l'as adapté à toi-même, mais tu l'as pas modifié. Et ça, c'est important parce que si tu donnes la peine d'apprendre un kata qui a été codifié et qui a été transmis à travers le temps, si le kata est valable, encore une fois, parce que pour moi, pas toutes les formes ont la même valeur, d'après moi en tout cas, mais si tu juges que le kata a une valeur, tu le fais pas juste parce qu'il fait partie de ton programme, puis il faut que tu l'apprennes parce que pour être ceinture noire, il faut que tu en saches 10, puis ceinture orange, il faut que tu en saches 3, puis, ou dans le tai chi, il faut que tu connaisses telle chose. Mais si tu connais bien, si tu as bien intégré le kata, ta modification est pas une modification arbitraire, est une modification, et c'est pas juste une interprétation personnelle, c'est une expression des principes fondamentaux à travers ton corps. Et tu n'as pas modifié le kata. Et quand tu vas le transmettre, même s'il n'est pas exactement vu de l'extérieur comme celui de ton professeur, tu n'as pas modifié les principes fondamentaux de la forme. Parce que tu n'as pas touché à l'essence du geste, tu as juste adapté à tes capacités corporelles ou à tes particularités. Si tu as des grandes mains ou si tu as des gros doigts, ça change la façon que ta main se place, etc. Ça peut être ça, puis c'est aussi la façon dont tu vas être capable d'exprimer aussi le principe à travers ton corps aussi. Et ça, c'est la différence entre modifier un kata parce que tu veux modifier le kata pour une raison, juste pour qu'il soit différent ou pour une raison X, ou d'exprimer le kata à travers toi. Et ça, souvent, moi, en tout cas, dans le karaté que j'ai connu, c'était un gros tabou, tu sais, modifie pas un kata parce que tu vas... Et là, quand je dis modifier, je parle pas de modifier de façon arbitraire, mais exprime le kata à travers la forme, même si... En tout cas, c'est juste des idées qu'on... Et c'est pour ça, pour revenir, juste peut-être pour terminer, je sais pas où on est rendu, on fait beaucoup de blabla, mais c'est pour ça que pour moi, mon intérêt du Dasheng Chuan, c'est que ça m'a libéré de l'aspect des formes. Remarque que je pratique des formes, parce que les formes, c'est utile pour apprendre des stratégies, mais ça m'a libéré du regard extérieur, si tu veux. Parce que j'ai plus besoin de performer en fonction d'une attente du regard extérieur. Tout ce que j'ai besoin de performer, c'est en fonction de la qualité de ce que je vais exprimer et de mon évolution, si tu veux, de ce que je vais exprimer. Et c'est un peu comme, par exemple, un danseur qui ferait de la danse libre, par exemple. Tu sais, un danseur d'un haut niveau qui ferait de la danse libre, qui est capable d'exprimer librement la danse, ou quelqu'un qui ferait du free jazz, par exemple, parce qu'il est capable de se libérer, si tu veux, un peu de forme conventionnelle. Ben je trouve ça intéressant comme pratique d'avoir ce genre de liberté-là, dans la pratique. Ça veut pas dire que tu peux faire n'importe quoi, mais ouais. Ouais, j'allais dire, c'est comme si, dans le fond, le pratiquant d'arts martiaux, et au début, on apprend à jouer notre instrument, puis éventuellement, il faut qu'on apprenne à composer de la musique, à jouer de la musique, à créer. Ça fait un kata open trad. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le concept de open puis tradition. Ouais, la tradition, quand quelqu'un me dit traditionnel, non, mais je demande kata, toujours. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce Ouais. que tu veux dire je comprends dans les. T'as aussi des divisions d'open, des divisions de traditionnel, t'as aussi la notion. Ça fait quand quelqu'un me dit traditionnel, je dis toujours traditionnel à partir de quand, tu sais. Ouais, tradition, ça commence quand. selon Là, pour qui, qui la ouais. tradition, c'est 50 ans, d'autres c'est 500 ans, d'autres. Fait que, tu sais, moi, les formes traditionnelles. Dis-moi à partir de quand, puis dis-moi ce que ça veut dire pour toi. Mais effectivement, je pense que si on prend l'exemple de ce que tu dis en musique, ben c'est qu'on oublie souvent l'aspect art des arts martiaux. L'art martial, c'est un art. Et l'art, ça s'exprime à travers l'individu. Et l'art, c'est fait pour nous libérer. C'est fait pour nous rendre plus heureux, nous rendre plus épanouis et nous rendre plus libres. L'art, c'est l'expression de soi. Et on oublie souvent ça dans les arts martiaux parce qu'on est beaucoup axé vers la performance, etc. Mais ultimement, on appelle ça
arts martiaux ou arts de combat, dépendamment. Arts martiaux, c'est un art de guerre. On fait peut-être moins la guerre, mais peut-être plus le combat, art de combat. Mais c'est un art, ultimement. Et l'art, ça veut pas dire que t'es pas efficace, au contraire, parce que plus ta compétence artistique augmente, si tu regardes un peintre, plus ta compétence artistique va augmenter, ou un joueur de musique, ben, plus sa qualité de sa musique ou de sa peinture va augmenter. C'est pareil dans les arts martiaux. Plus tu développes ta capacité, plus tu évolues dans ton art, plus tu augmentes ta capacité. Ouais, mais ça, c'est important, tu sais. Fait qu'on oublie souvent, des fois, le côté art. Et c'est ça qui fait pour moi la valeur des arts martiaux. C'est que justement, c'est un art et c'est ce qui nous permet de nous épanouir. Parce que c'est pas le fait de donner un coup de poing ou un coup de pied qui te fait évoluer dans la vie. Parce que ce qui fait la valeur des arts martiaux, c'est qu'il y a quelque chose d'un petit peu plus profond que juste donner un coup de poing ou un coup de pied. C'est juste la forme extérieure. Donc, les arts martiaux, c'est plus profond que ça, finalement. Et s'il y a une profondeur, des fois, il n'y en a pas. Il faut être honnête. C'est pas tous les arts martiaux, c'est pas toujours. Ça dépend beaucoup de choses. Ça dépend du professeur, ça dépend de l'art martial, ça dépend de la pédagogie, ça dépend de plein de choses. Mais quand il y a une profondeur, ben, c'est là où l'individu peut se développer et évoluer. Et c'est là que la valeur des arts martiaux est intéressante. Puis c'est là que pour moi, les arts martiaux sont beaucoup plus importants que juste l'aspect sportif. Tu sais. L'aspect sportif, des fois, ne touche pas au domaine de l'art. Ça le fait pour certains individus, mais c'est pas d'emblée dans le côté sportif. Mm-hmm. C'est un très bon mot de la fin, ça. C'est un très beau mot de la fin. Exactement ce que je me disais. J'étais comme, wow, comment mieux closer? Je suis désolé, là, mais on a parlé un petit peu longtemps. Mais c'est intéressant de parler avec nous autres. J'aime ça. On parle d'art. Ça a fait du bien dans une année où est-ce qu'on pouvait tellement pas s'exprimer avec notre karaté, nos coups de poing. On s'exprimait, on a parlé beaucoup, on a quand même partagé notre art, puis je trouve que ça fait du bien. Ouais. Justement, encore aujourd'hui, on le fait, puis ça n'arrête jamais. Là, même le COVID ne peut pas arrêter l'art. Fait que, absolument, c'est ça. Dans l'art. On peut toujours travailler, que ce soit chez nous tout seul ou à l'extérieur. On n'a pas besoin toujours d'être en groupe et d'avoir besoin des autres. On est capable de pratiquer par soi-même. L'art, c'est ça qui est beau.